La première réaction que j'ai eue, c'est « Ah, si Marie l'aime beaucoup, moi je vais l'aimer aussi parce qu'on a la même femme en commun. » Aujourd'hui, on envisage aisément de vivre plusieurs relations dans une existence. De nouvelles tendances de l'union à deux sont apparues. Les couples non cohabitants, ceux qui affichent de grandes différences d'âge ou de culture, les familles recomposées, les couples homo. Pourtant, triste constat, le nombre de divorces en France a doublé ces 30 dernières années pour atteindre 45%. L'adultère reste la cause majeure des divorces pour faute. Mais une révolution des mœurs et des cœurs est peut-être en train de se préparer. Las des conventions, des hypocrisies et des infidélités, de plus en plus d'amoureux se détourneraient des schémas traditionnels pour concilier engagement et liberté. Je pense que l'exclusivité, ça contribue à rendre les gens malheureux. Les amoureux pluriels, eux, aiment et fréquentent une ou plusieurs personnes dans le même temps avec le consentement de leur partenaire. Accepter que l'autre ne nous appartient pas, admettre que l'on peut aimer plusieurs personnes à la fois, refuser de choisir entre deux amours, voilà qui serait plus honnête, en phase avec la vie moderne. Le choix qu'on a fait, c'est de ne pas faire de choix. C'est de choisir d'être tous les trois ensemble. Meta, Marie et Françoise ont osé transgresser le modèle imposé. Elles ont réinventé leur couple en assumant leurs histoires parallèles. Le couple classique monogame et exclusif est-il périmé? Ce que je voudrais, c'est qu'on ne dise pas que la monogamie exclusive est le seul modèle acceptable. Vaut-il mieux renoncer à la vie à deux pour un ménage heureux? Ça concerne tout le monde, ce sujet. Meta fête aujourd'hui ses 31 ans. Elle prépare sa réception avec son compagnon Thomas. Ils sortent ensemble depuis 2 ans. Meta et Thomas célèbrent aussi un autre événement, une expérience originale de la vie amoureuse, le polyamour. Chez les polyamoureux, chacun est libre d'aimer plusieurs personnes simultanément avec l'approbation de l'autre. Ça fait en gros 1 an qu'avec Thomas, on a décidé d'appliquer cette philosophie-là, de s'ouvrir aux émotions, aux gens qui nous les procurent aussi. Et puis là, je viens quand même de passer une année juste magnifique. Ce qu'on célèbre, c'est pas seulement mes 31 ans, c'est aussi une première année de polyamour plutôt réussie. Ou alors on prend des petits pains de miron, tu sais, pour les canapés, je mets du tarama, du caviar. Meta et Thomas ont tous deux d'autres relations intimes, plus ou moins intenses, occasionnelles ou régulières, sentimentales ou charnelles. Je présente Meta comme ma chérie principale. Les autres, sont des liens beaucoup plus distendus, sont des histoires qui vont, qui viennent. Ça va être des gens que je vais pouvoir ne pas voir pendant plusieurs mois et puis que je vais revoir de temps en temps. Je me sens la principale, ouais. Ouais, je me sens, comme on dit chez nous, une relation primaire. Voilà, c'est avec moi je suis celle qui voit le plus régulièrement, qui passe le plus de temps avec lui et chez lui, je suis celle aussi avec laquelle il est le plus engagé en mots, en actes. Voilà, il connaît ma famille, je connais sa famille, on partage beaucoup de choses, notamment du quotidien, avec ses autres copines. Voilà, je pense que c'est plus ludique, donc déjà il y a du sexe, et puis il va faire des expos, aller au ciné, etc. Mais c'est pas forcément du même ordre. Nous on est dans un truc un peu plus au long cours. Et tu as combien de relations parallèles, on va dire, auprès
Vas-y, compte. Je sais pas, c'est difficile à compter. C'est difficile justement parce qu'il y en a un certain nombre qui sont des histoires qui vont, qui viennent, et où finalement je sais pas si s'il va se repasser des choses un petit peu intimes, ou si ça va juste rester finalement des amis. C'est un petit peu flou, c'est protéiforme en fait. Mais en gros, Bien une dizaine peut-être. J'adore la tête que tu fais. Et tu voulais voir ma tête? Bah tu vois, elle n'a pas changé. Ouais. quelle énergie, quel sens de l'organisation il faut pour vivre Bah, ainsi? ça dépend, mais non, mais parce que si c'est une dizaine, mais qu'il envoie une par mois, tu vois, enfin, voilà, c'est pas... Enfin non, il y en a qui voient beaucoup plus régulièrement que ça, il y en a une que tu vois plus ou moins une fois par semaine. Ouais. Meta aussi vit ses histoires parallèles en toute transparence. Sa liberté, c'est pas une condition de ma liberté, en fait. D'autant plus que moi, ma liberté, elle s'est nettement restreinte depuis qu'il y a 2 hommes dans ma vie qui sont 2 relations principales, en fait. Parce que je passe sensiblement autant de temps avec Thomas qu'avec Aurélien. C'est 2 relations vraiment établies, vraiment au long cours et vraiment quotidiennes, quoi. Donc du coup, déjà, 1, ça prend du temps et de l'énergie. 2, je t'explique même pas. Et ben, d'ailleurs, mes amants commencent à faire la grève, là, ils commencent à faire la tronche parce qu'ils me voient plus depuis 6 mois, j'ai disparu. Bah ouais, non mais... voilà, je leur manque, figure-toi, c'est pas mignon. L'autre amour de Meta, c'est Aurélien, rencontré 6 mois plus tôt. Bonjour. Je savais que t'étais allé chez le coiffeur. Oui, c'est pas une vraie surprise. Ça va, mon cœur? Oui, désolé du retard. C'est pas bien. Je sais. Ça va bien? Ça te plaît? Ça va, c'est court. Oyo. Ça va? Meta vit en alternance avec ses amoureux. La semaine chez Aurélien, le week-end chez Thomas. Il n'y a pas de relation intime à 3. Meta a en quelque sorte 2 vies de couple. La loi française interdit les unions multiples. Le polyamour serait-il une forme de polygamie, mais dans l'égalité des sexes? Tiens, hop. Il n'y a pas de mariage, donc c'est pas une union officielle, c'est pas une union légale. Donc c'est pas une polygamie au sens juridique du terme. Mais c'est une forme de polygamie étant donné que oui, j'ai des relations stables et pérennes avec 2 hommes, avec qui j'envisage très sérieusement de vivre et de faire des enfants. Donc oui, c'est de la polyandrie, oui. Meta, Thomas et Aurélien assument pleinement leurs amours pluriels. Mais le quotidien n'est pas sans difficulté. C'est loin d'être un schéma facile à réaliser. Entendons-nous bien que c'est un boulot monstre quand même. Faut avoir beaucoup de temps, faut avoir beaucoup d'énergie, faut avoir beaucoup d'amour à donner, à recevoir et voilà. Et c'est pas mal de sang-froid aussi. C'est pas c'est pas un mode de vie où on peut se permettre d'avoir des réactions épidermiques et de se laisser submerger par la première émotion qu'on ressent. Il faut avoir un peu de recul et un peu de zénitude, parce que ça veut dire qu'on va avoir à faire face à des situations compliquées, des situations pas évidentes. Des situations douloureuses. Voilà. Il vaut mieux être bien dans ses baskets pour se lancer dans des relations comme ça. J'espère bien. Malgré la complexité de ce mode de vie, les 3 amoureux envisagent de vivre bientôt ensemble, sous le même toit, et de fonder une famille. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vivre ensemble, mais séparément, quoi. D'une certaine façon, c'est-à-dire d'avoir un endroit où on n'est pas seulement une chambre à soi, où on est vraiment un espace de vie individuel, et qu'on puisse choisir des moments où on est dans un espace de vie commun. Parce que, effectivement, moi, j'ai pas forcément envie de voir défiler ni les copines de Thomas, ni les copines d'Aurélien, ni eux forcément de voir défiler mes copains. Moins encore devant d'éventuels futurs enfants. C'est déjà assez compliqué pour des gamins s'ils se retrouvent avec
une maman qui a deux amoureux, dont leur papa de préférence. On est quand même dans une construction déjà assez compliquée et c'est bien si chacun peut garder quand même un minimum d'intimité. Puis on n'a pas de compte à se rendre les uns aux autres. Donc à un moment donné, ça exige aussi d'avoir de l'espace pour soi. Voilà. Meta, Thomas et Aurélien ne sont pas uniques. Comme eux, de plus en plus de personnes vivraient ainsi. Le mouvement polyamour prône une nouvelle conjugalité, bien plus éthique que la monogamie en série, selon les polyamoureux, appelés aussi les polis. Ils se disent plus honnêtes et plus sincères que les monos. Eux ne jettent pas leurs amoureux quand une nouvelle personne croise leur route. En revanche, être polyamoureux ne donne pas la permission d'être volage. Les polis sont, selon leurs termes, polyfidèles, avec les personnes qu'ils ont décidé d'aimer librement. Ce mode de pensée était auparavant partagé par les artistes et les intellectuels. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre faisaient déjà appartements séparés, chacun ayant ses amis, amants et amantes. Aujourd'hui, on compte une plus large population de polyamoureux, surtout aux États-Unis. Depuis le début des années 90, le mouvement prend même des allures de revendication. Is it hard for you to imagine yourself in one and only one relationship for the rest of your life? Pour que ce nouvel art d'aimer résonne en France, Guilain a cofondé le site polyamour.info en 2008. Ça m'intéressait qu'il y ait le plus de gens possible qui découvrent que c'est pas seulement Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ou des hippies perdus dans une forêt qui pouvaient vivre comme ça. Voilà. Le polyamour ne consiste pas à avoir nécessairement plusieurs relations amoureuses. On peut être poly de diverses façons. Il y a effectivement des configurations où une personne habite seule et a plusieurs relations amoureuses. Il peut y avoir des configurations où deux personnes habitent ensemble et ont des relations amoureuses avec d'autres personnes. Il peut aussi y avoir des triades, mais ça j'en connais qu'une en France, c'est-à-dire des gens qui habitent à trois et qui sont amoureux, chacun est amoureux de chacune. Je connais des couples qui ont des enfants et qui sont polyamoureux, c'est-à-dire qui ont des relations impliquées, engagées et durables. La théorie est séduisante, mais peut-on réellement surmonter la jalousie qui empoisonne bien souvent la vie de couple? La majorité des polyamoureux que je connais sont jaloux, donc il s'agit plus d'apprivoiser la jalousie, si possible avec l'aide du partenaire, qui peut aider en ayant une attitude non défensive, une attitude d'écoute, une attitude d'empathie. Le polyamour demande beaucoup de discussions, d'être capable d'exprimer ses émotions, d'être capable de dire où on en est. Il y a vraiment une espèce d'intelligence relationnelle qui est nécessaire. Les polis ont d'ailleurs adopté un mot d'origine anglaise, la compersion. La compersion est le sentiment d'éprouver de la joie quand les personnes que l'on aime partagent de l'amour avec d'autres. Guilain connaît bien ce sentiment pour vivre lui aussi des relations multiples. Aujourd'hui, j'ai deux relations principales. Une personne qui habite à Paris que je connais depuis un mois et une autre qui habite à Bruxelles que je connais aussi depuis un mois. Et je vois aussi mes ex. Alors, c'est plus de l'amitié que de l'amour, même s'il y a de la tendresse et des câlins. Et puis, il y a d'autres filles pour qui j'éprouve de l'attirance, mais c'est pas encore une relation amoureuse et peut-être ça ne le sera jamais. D'ailleurs, c'est plus une amitié qui a une composante aussi sensuelle et sexuelle. Difficile de dresser un profil type du polyamoureux. Les 500 membres du site sont de tous âges, toutes origines et conditions sociales. Il y a quelqu'un dans le forum qui a dit « je n'osais pas venir à une rencontre, puis je suis venu, puis alors je suis vraiment surpris, en fait, vous êtes normaux. » Bah oui, il n'y a pas grand-chose à voir. Tous les mois, les membres du site se donnent rendez-vous sur le forum, dans un café poli. Amoureux pluriels et curieux viennent partager leurs expériences ou recueillir des conseils pour mieux vivre leurs amours.
Si aujourd'hui la rencontre a des airs de réunion d'addicts anonymes, c'est par crainte de s'afficher. Les conventions et le regard des autres sont encore trop pesants. C'est peut-être pas exactement Moi je m'appelle Bruno, je suis de Paris. Moi c'est Delphine. Donc moi je travaille sur les amours pluriels dans le cadre de mon master de recherche. Après je vais faire un doctorat dessus, je suis en sociologie et anthropologie. Donc je m'intéresse surtout à la remise en question contemporaine du couple. Pour moi, ça a toujours été normal d'apprécier à divers degrés affectifs des personnes de façon équitable, claire. C'est la première fois qu'à ma connaissance, il y a un mouvement qui ose l'afficher et qui du coup remet en cause la structure normale du couple, mais de façon saine, en proposant autre chose. Bizarrement, ce qui a été important pour moi dans le polyamour, c'est pas tellement que moi je puisse avoir plusieurs relations, c'est que mes partenaires aient d'autres partenaires que moi. Après les présentations, Guillain projette un film proche de la philosophie polyamour. Ce soir, c'est un film de Ernst Lubitsch, Sérénade à 3, sorti en 1933. L'histoire, 2 amis font la connaissance d'une jeune femme dans le train qui les mène à Paris. Tous 2 tombent amoureux d'elle. La jeune femme, éprise des 2 hommes, entamera une relation à 3. Today is George. Yes. Okay. I'm more than fond of Tommy. I'm sorry, old man. Quite all right. Okay. But Tom, I want to be truthful. I see. In other words, you're very fond of George. More than fond. Le cinéma est friand d'histoires d'amour hors normes. Drame ou comédie, certaines fictions sont devenues des références quand il s'agit de questionner la normalité du couple et d'aborder le sujet du choix d'un partenaire. Cinéma classique ou contemporain, il a toujours tenté de refléter nos angoisses et nos rêves. Au Café Poly, la projection est terminée. Le terme polyamour fait débat. Le fait que le polyamour existe, ça met un nom et ça permet d'en parler plus facilement que... Voilà. Ça va libérer d'avoir ce mot-là. Le mérite du mot et du mouvement, c'est de l'amener sur la place publique, quoi. C'est pas je suis avec quelqu'un, je suis monogame, je suis avec plusieurs, je suis polyamoureux. Je crois que être lutin, moi je dis je lutine, lutine, c'est un état d'esprit. Mais avec des périodes monogames, des périodes seules, des périodes à plusieurs. On ne change pas d'étiquette parce qu'on change de mode de vie. On ouvre les possibles. Parmi les lutins, une femme parle sans tabou, Françoise Saint-Père. Françoise est la référence des amoureux pluriels. Journaliste et écrivain, Françoise Saint-Père a publié des essais, des récits érotiques et autobiographiques. Mariée depuis 35 ans, elle a 2 enfants. Françoise se décrit comme une grande amoureuse. Elle a vécu le couple libre des années 70, mais elle a été plus loin. Depuis les débuts de son mariage, elle a aimé plusieurs hommes. Les années 70, c'était plus la découverte de la libération sexuelle, de l'explosion des corps, qui était nécessaire d'ailleurs à l'époque. Mais elle avait fait l'impasse, et même plus que l'impasse d'ailleurs à mon avis. Elle avait eu très très peur de la liberté affective. La plupart des couples disaient « Ok, tu peux avoir des histoires, des aventures, mais surtout ne tombe pas amoureux ou ne tombe pas amoureuse ». Ce qui est terrible dans le serial monogame, c'est l'idée que parce qu'on aime quelqu'un de nouveau, forcément on n'aime plus le précédent. Alors que je crois que c'est totalement faux. La plupart des hommes qui ont une maîtresse, par exemple, à un moment donné, ils aimeraient beaucoup garder à la fois leur femme et leur maîtresse. D'ailleurs, un certain nombre le font. Ils savent très bien qu'ils aiment ces 2 femmes, mais comme la société ne l'admet pas, bien, finalement, soit ils quittent la maîtresse, soit ils quittent la femme. Plus souvent, d'ailleurs, la maîtresse. Françoise a pleinement vécu diverses amours en accord avec Bernard, son mari. Lui aussi a pu vivre librement ces histoires parallèles. À un moment donné où on a été confronté au fait qu'on pouvait avoir chacun des désirs extérieurs,
Et je me souviens qu'il m'avait dit « mais tu crois qu'on peut vivre comme ça ?» Et je lui avais dit « je n'en sais rien, mais on peut toujours essayer ». Au départ, lui, il voulait que tout soit transparent, qu'on se raconte tout. Moi, petit à petit, j'ai pris conscience que je suis une personne plutôt secrète et que j'ai besoin de jardins secrets qui n'appartiennent qu'à moi. Donc je lui ai dit non, je lui ai dit je ne te cacherai rien en ce sens que je lui dis si je rencontre quelqu'un ou si je sors, voilà, toutes ces choses-là. Mais mes sentiments, ils m'appartiennent. Il vit ça beaucoup plus comme une autorisation d'avoir des adultères sans avoir des ennuis le soir, quoi. Et puis il a quand même vécu des vraies relations amoureuses, mais il a toujours eu, et ça il me l'a dit, du mal à se dire qu'il aimait plusieurs femmes. Pour Françoise, aimer au pluriel, c'est multiplier les émotions, mais c'est aussi partir à la découverte de qui l'on est véritablement. J'ai découvert des morceaux, des parcelles de moi, de ma personnalité, que je n'aurais certainement pas découvert si j'avais connu qu'une seule personne. On veut nous imposer une vision bisounours du couple qui s'aime tellement et pour toujours, et que dans la réalité, les gens découvrent que c'est pas du tout comme ça. Tandis que les amoureux pluriels, finalement, ils sont profondément ancrés dans la réalité. Ils veulent aimer les gens, ils ne veulent pas en être dépendants, et ils savent quand ça va un peu moins bien, plutôt que de tout casser, se dire bon, je m'éloigne un peu, il faut que je me protège, et puis ils reviennent une fois que ça s'est apaisé et après avoir discuté. En fait, je pense que les amoureux pluriels sont infiniment plus réalistes que les gens qui croient au couple exclusif. Ce n'est pas le fait que les amoureux pluriels aient plusieurs relations qui choquent, c'est que c'est le fait qu'ils le fassent en toute franchise, sans se fâcher, et qu'ils disent « mais moi j'aime ces gens, c'est pas seulement pour avoir des relations sexuelles avec eux ». J'ai eu des hommes qui m'ont écrit en me disant bah, « dans le fond, ce que vous décrivez, c'est ce que nous on fait depuis toujours, mais en se cachant ». En fait, ce qui choque, c'est qu'on ne mente pas. Et c'est peut-être d'autant plus choquant quand c'est une femme qui affiche cette façon d'aimer. Un homme qui aurait écrit aimer plusieurs femmes, ça n'aurait touché personne. Alors non, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai reçu beaucoup de lettres de femmes qui m'ont dit mais c'est formidable, j'aimerais vivre comme ça, en fait j'en rêve, j'ai envie d'ouvrir, elles me disent toujours j'ai envie d'ouvrir mes horizons, voilà. C'est pas du tout j'ai envie de quitter mon mari, c'est pas je l'aime plus ou mon compagnon, c'est toujours j'ai envie d'ouvrir mes horizons, j'ai envie de connaître d'autres choses, d'autres personnes. Je pense qu'il faut déjà avoir réfléchi à la condition de ce que c'est qu'être une femme, de pourquoi on a des désirs, de pourquoi on appartiendrait à quelqu'un, etc. pour pouvoir effectivement mener harmonieusement des amours pluriels. Être émancipé ou assumer ses polydésirs suffit-il à une vie harmonieuse? La banalisation de l'érotisme et la marchandisation du sexe ne sont pas pour autant, selon Françoise Saint-Père, symptomatiques d'une société tolérante vis-à-vis des amoureux pluriels. Tout ce qui est marchand est fort bien admis dans la sexualité. Mais dire tranquillement qu'il est normal, naturel, d'aimer au pluriel, et qu'en plus c'est gratuit, que ça se fait entre gens consentants, et que ça donne tellement de joie d'ailleurs qu'on a moins besoin de consommer un tas de cochonneries parce qu'on a d'autres intérêts dans la vie, mais c'est totalement subversif parce que ça vous met en dehors de cette société de consommation. Donc la sexualité libre, heureuse, joyeuse et gratuite, ça reste totalement et rigoureusement tabou. Moi, je pense que d'ici 10 ans, c'est un mode de vie qui fera partie des choix amoureux qu'on peut faire. Certains n'ont pas attendu que le polyamour soit admis par la société pour le vivre au grand jour. Le Québec abrite une histoire peu ordinaire, une histoire d'amour à trois. Marie vit depuis plus de 15 ans avec ses deux hommes, Gilles et Denis. C'est un trio d'amour. C'est trois personnes qui sont unies par l'amour. Moi, c'est comme ça que je le ressens, vraiment. Là. C'est trois personnes qui vivent ensemble dans la même maison, qui partagent le quotidien, qui partagent les joies, les peines, les vacances, qui partagent la vie, quoi. Et avec amour. Marie, Gilles et Denis vivent ensemble dans la maison qui a abrité le premier couple, Marie et Gilles. Marie et Gilles se sont rencontrés dans une discothèque du Vieux-Québec en 1978. J'ai vu cette brunette extraordinaire sur la piste de danse et j'ai eu un coup de foudre incroyable.
partir de cette minute-là, ma vie a complètement changé. J'avais trouvé Gilles très bel homme, charmant, distingué. Ils se sont mariés. Comme la plupart des couples, ils envisageaient une vie à deux, exclusivement. Ils n'imaginaient pas vivre un jour un amour hors norme. Pour moi, à l'époque, là, c'était même deux au-delà de cette vie. Hein. C'était deux pour l'éternité. C'est incroyable d'être passé comme ça d'un duo exclusif éternel à un trio. On se mariait, puis on était amoureux, on était heureux, on voulait être ensemble pour la vie. Et vous avez été heureux pendant combien de temps à On a deux? toujours été heureux, en fait, c'est ça. Ça n'a jamais cessé d'être heureux, sauf qu'une troisième personne s'est ajoutée à nous. Oui, c'est ça. Ça ajoutait à l'équilibre. Parce que je trouve que depuis qu'on est trois, chaque personne est devenue, je sais pas, plus complète. Pour maintenir cet équilibre, chacun a son espace de vie, sa propre chambre. Ça ici, c'est Denis. Ça, c'est quand on s'est rencontrés. Denis avait 40 ans quand on s'est rencontrés. Ensuite de ça, il y a Gilles. Il y a Gilles et moi ici. Vous êtes mariés? Marie et Denis dorment à l'étage. Gilles a aménagé le sous-sol. Marie a rencontré Denis en 1993 lors d'un cours de conduite. Denis était son professeur d'auto-école. Je décrirais ma rencontre comme une femme qui a été foudroyée. Donc, une femme qui a été foudroyée n'est plus jamais la même qu'avant. Mais moi, je sortais d'une relation difficile et je n'étais pas prêt à retourner dans une autre relation homme-femme. D'un couple, mettons. Marie est en plein désarroi, torturée entre son engagement avec Gilles et son attachement pour Denis. Gilles, lui, sent que quelque chose a changé. Cet été-là, j'avais senti que Marie était un peu différente. Quand tu t'engages à deux envers une personne, puis que là, tu es attiré par une troisième personne, ben là, c'est compliqué. Alors, elle avait beaucoup de mal à gérer ça. C'est pour ça que quelques mois plus tard, elle m'en a parlé en disant, ben, fais quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? Il faut que je t'en parle. Tout a changé, là. Je me souviens très bien que je me faisais une petite toilette à la salle de bain et j'avais décidé ce jour-là de rencontrer Denis et de lui expliquer ma situation et mes sentiments. Et j'avais pris rendez-vous avec lui. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit à Gilles que je rencontrais Denis afin d'éclaircir ma situation et puis de me sentir mieux parce que j'étais pas vraiment bien dans ma peau. J'étais déjà conscient qu'elle l'aimait. Et là, je me suis dit, ben, Marie est attirée par quelqu'un d'autre, mais je ne sens pas que c'est à mon détriment. Je sens que Marie m'aime toujours, mais qu'elle aime une deuxième personne. Et Marie l'a confirmé en disant, ben, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas m'aider. Alors elle dit, si tu me demandes de ne pas aller à mon rendez-vous, je n'irai pas. Et j'ai dit, non, c'est extrêmement important que tu ailles à ton rendez-vous. Et comme elle n'avait pas encore son permis de conduire, c'est moi qui ai été la reconduire à son rendez-vous. Elle a appelé Denis, puis quand elle a raccroché, elle avait tellement le sourire que j'ai placé Marie devant le miroir et j'ai dit à Marie, j'ai dit, regarde, ce sourire-là, c'est celui-là que je choisis. Marie et Denis vivent alors leur amour au grand jour. Et au bout de quelques mois, ils décident de s'installer à Troyes. Oui, Marie, elle était déjà mariée, mais c'était pas un obstacle pour moi.
Parce que moi, j'étais déjà assez ouvert d'esprit sur ce côté-là. J'avais déjà vécu une relation à 3, moi, de mon côté, plus jeune un peu. Dès le départ, il faisait partie de nous parce que quand Marie m'a dit « je l'aime énormément », la première réaction que j'ai eue, c'est « ah, si Marie l'aime beaucoup, moi je vais l'aimer aussi parce que on a la même femme en commun ». Marie m'a dit « je ne veux pas te quitter, je te quitterai jamais ». Et j'ai dit « ben moi, j'ai aucune objection à vivre à 3, là ». En fait, on s'est dit qu'on ferait l'essai. C'est ça. Et l'essai a été concluant puisque cela dure depuis 15 ans. Peu importe le regard des autres, le trio assume son mode de vie peu conventionnel. Marie est comblée, Gilles aussi est heureux dans ce ménage à 3. C'est même une révélation. Quand Marie m'a avoué qu'elle aimait quelqu'un d'autre, sans cesser de m'aimer, ça m'a parlé beaucoup et je me plais à dire que je suis venu au monde cette journée-là. Parce que avant, j'étais dans l'illusion que l'amour, c'était juste une personne. J'ai pris conscience en quelques secondes que chaque être humain s'appartient. À partir du moment où tu te dis « l'autre m'appartient, l'autre est ma propriété », là, tu vas te mettre à souffrir. Ça ressemble vraiment à Sylvie, pareil. Hein? Oui. Serge Chaumier est sociologue. Il décrypte l'évolution des relations amoureuses. Pour nos sociétés occidentales contemporaines, le bon mariage, la meilleure façon de s'aimer, serait d'être dans un amour romantique et fusionnel, un amour unique et exclusif. On a pendant longtemps eu une famille, un couple qui se construisait dans l'intérêt, je dirais, des familles, donc avec des mariages arrangés, des mariages qui étaient organisés par la communauté, disons. C'est après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, qu'on a des générations qui se disent on va vivre ensemble de façon fusionnelle, hein, de façon telle que le romantisme nous l'idéalise. On est deux, on s'autosuffit et le rêve serait finalement d'arriver à vivre tous les deux dans une île déserte et de se contenter de l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ce modèle-là, on le vit pour la grande partie de la population, donc pendant 15 ans, 20 ans, et puis dès les années 60, on voit monter en puissance l'idée d'une crise du mariage, d'une montée en puissance des divorces, et on va s'interroger finalement assez rapidement sur la façon de vivre ensemble, ou sur l'amour, ou sur la bonne relation conjugale. Dans les années 70 apparaît l'idéologie de l'amour libre. Des personnes dites déviantes par rapport au modèle dominant expérimentent de nouvelles façons de vivre son couple. Elles veulent rompre avec la société en remettant en cause la conjugalité bourgeoise, de façon révolutionnaire. Des années plus tard, le couple continue de s'interroger. Comment vivre libre, ensemble? Serge Chaumier le nomme le couple fissionnel. Le couple fissionnel, on peut se dire qu'il s'exprime pour certains avec des choses assez qui peuvent paraître assez banales, mais qui n'étaient pas du tout évidentes dans les années 50, à savoir passer une soirée sans l'autre, faire un repas entre copines, aller au cinéma avec des amis sans son conjoint ou sa conjointe, sans que ça soit ni culpabilisant, ni quelque chose qui soit senti comme une souffrance ou un abandon ou un reniement de l'autre. Mais simplement, voilà, il y a des moments où on a du bonheur à être ensemble et il y a des moments où on a aussi du plaisir à se séparer et à vivre des choses pour soi ou avec d'autres. Dans un cas avancé, c'est le chacun chez soi pour les couples non cohabitants. La forme la plus extrême serait-elle aujourd'hui le polyamour ? Le polyamour, oui, c'est une des formes possibles, hein, je dirais plus marginales ou plus extrêmes, dont on parle de plus en plus, qui se répand aussi dans les sociétés occidentales du moins. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est aujourd'hui qu'on a une diffusion de cela à un plus grand nombre. On a des couples qui affirment plus franchement ça, de façon publique, de façon revendiquée, sans que ça soit forcément militant. Tu peux changer de main si tu veux.
Auparavant, on avait plutôt une reproduction mécanique d'un modèle qui nous était imposé, auquel on se conformait sans trop le remettre en cause. Il s'agit finalement de construire sa propre norme. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout de suite et ici. Ce soir, Meta retrouve sa deuxième maison, chez Aurélien. Une soirée de couple comme les autres, une soirée à deux. Sur le canapé. Aurélien ouvre l'ordinateur de Meta et surprise. Il y a Thomas sur mon fond d'écran. Enfin, ça change de temps en temps, voilà, ça change régulièrement. Des fois, c'est Aurélien. Voilà, en ce moment, c'est Thomas, mon fond d'écran. Oui, chérie, il fallait que je te dise, j'aime un autre homme. Aussi, rajoute aussi. Aussi. Et alors Aurélien, que Thomas soit sur le fond d'écran de Meta, est-ce que t'es jaloux? Oh, il y a une seconde de pincement quand je me souviens que c'était moi la dernière fois que j'ai vu l'ordinateur, mais faut savoir ce qui est important dans la vie. En même temps, c'est un ordinateur qu'elle voit jamais. Aurélien aussi a une autre relation principale avec une jeune femme et d'autres histoires par ailleurs. Pour faire comprendre leurs diverses relations, Aurélien a peut-être trouvé une solution graphique. C'est un diagramme, un schéma des relations qui lie les gens qu'on connaît. Et qui nous lie aux gens qu'on connaît. Et qui nous lie un peu. Vu comme ça a l'air d'une espèce de multinationale. C'est la multinationale de l'amour, tu sais. Commente-t-on? Si je peux l'agrandir un peu, je vois rien. Il y a 4 cercles. Lui au centre d'un des cercles, Thomas au centre d'un autre des cercles. Et Meta à la jonction des deux cercles. Voilà. Et puis au-dessus, c'est les cercles de deux amis qui se trouvent être en fait l'une l'ex-amie d'Aurélien et l'autre l'ex-amie de Thomas. Et donc qui ont leur cercle respectif aussi. Donc il y a des relations qui sont très occasionnelles, des relations qui sont complètement passées, qui ont été peut-être juste des choses d'un soir, etc. Et puis d'autres qui sont plus soudées, voire exclusives, voire auparavant exclusives et plus maintenant. Donc ici Meta, et moi ici, et Thomas ici. Et donc on a un trait d'égale épaisseur qui nous rejoint tous les deux à Meta. J'ai fait des traits rouges pour les relations exclusives, parce qu'on en connaît aussi. Tous nos amis sont loin d'être représentés là. La plupart de nos amis vivent une vie, tout ce qu'il y a de traditionnel, de monogame, enfin voilà, suivent la route toute tracée et en sont très heureux et on est très heureux pour eux. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que forcément... vu qu'on fréquente un certain nombre de polis, qu'en plus il se trouve que certains d'entre eux sont particulièrement charmants et charmantes, voilà, comme c'est des rencontres entre gens a priori plutôt ouverts d'esprit, donc c'est vrai que peut-être que même quand on rencontre quelqu'un qui est en couple, sachant qu'il est poli, on sait que le fait qu'il soit en couple, ça ne ferme pas les possibles. Aurélien et Meta se sont rencontrés dans un café poli. Une rencontre si forte qu'elle a bouleversé la jeune femme et sa façon de vivre le polyamour. Je ne pouvais plus honnêtement hiérarchiser mes relations, celle avec Thomas en prioritaire ou en primaire et celle avec Aurélien en secondaire, puisqu'en termes d'intensité des sentiments, en termes d'investissement affectif et matériel, parce que finalement très très vite je passais au moins autant de temps avec toi qu'avec Thomas. C'était pas égal, parce que c'est pas possible, mais c'était équivalent. Au bout de quelques semaines, les jeunes amoureux se présentent leur famille. Mon frère, ma sœur et mon père ont eu un peu cette réaction de « Ok, d'accord » ou « Tu nous auras vraiment tout fait ». Mais rien de plus... ça semblait pas exceptionnel, ça semblait pas
non plus sortir de l'ordinaire en fait. J'ai attendu un peu plus de temps pour parler de notre situation à ma mère. Et elle a eu une réaction de mère attentive et de mère qui a envie de devenir grand-mère un jour en fait. Donc très inquiète sur le fait que je sois heureux ou pas, sur le fait que des relations comme celle-ci soient dans sa tête pas forcément aussi pérennes que des relations monogames, et que du coup elle ait peur qu'un jour je lui apporte un ou des petits-enfants qu'elle ne pourra pas toute sa vie considérer comme des petits-enfants, qui lui seraient retirés. Moi, forcément, ma mère savait que j'étais avec Thomas depuis longtemps et avait déjà rencontré Thomas. Et donc, quand elle a rencontré Aurélien, elle savait qu'Aurélien était quelqu'un en plus de Thomas. Si la famille a bien accueilli ces enfants polyamoureux, les autres restent sceptiques. Car selon nos valeurs culturelles, on ne peut bien aimer qu'une seule personne à la fois. Au premier chef, effectivement, ça va être des gens qui se connaissent bien eux-mêmes et qui refusent de se laisser enfermer dans des cases. Je suis capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, tout simplement parce que je me l'autorise, en fait. Il y a un cran supplémentaire de négatif qui est quelque chose d'un peu paternaliste sur le côté c'est que t'es pas vraiment amoureux. C'est que t'as pas vraiment rencontré le bon, en fait. Si t'étais vraiment amoureux, tu pourrais pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Si. Pourquoi se forcer à choisir entre deux personnes qu'on aime? Moi, ça me paraît juste aberrant. Surmonter le désir de posséder l'autre n'est pas évident pour nombre d'amoureux. Selon Françoise Saint-Père, il faut opérer un véritable travail sur soi pour vivre ainsi. Il faut faire un travail sur l'ego parce que admettre qu'on n'est pas universel, ça veut dire cultiver la confiance en soi, se dire je suis bien, j'ai plein de qualités et pour telle et telle raison. Et puis ça veut dire aussi mais je ne suis pas universel, donc d'autres personnes peuvent apporter aux gens que j'aime des tas de choses que moi je ne leur apporterai pas, ou même leur en apporter que je pourrais leur apporter, mais ils ont envie de les vivre avec cette autre personne et c'est leur droit. Donc ça, c'est très paradoxal, il faut à la fois cultiver la confiance en soi et l'humilité. Et donc, ça apprend à être en paix avec soi-même, à ne pas être en permanence en compétition avec les autres. Si aimer au pluriel multiplie les joies et les émotions, cela multiplie aussi les épreuves et les chagrins. Les amoureux pluriels ont au moins cette chose-là, c'est d'avoir admis qu'il y a des hauts et des bas. Donc de ce côté-là, ils ressentent les chagrins, mais ils savent aussi qu'après le chagrin, tout peut repartir. Je dis, c'est des gens qui se disent tiens, c'est l'hiver dans mon amour, mais après il y aura le printemps. Et ils ne se disent pas tiens, je vais couper cet arbre parce qu'il est mort, sous prétexte qu'à un moment donné, il y a un peu de froidure dans l'amour. D'un autre côté, s'il y a un chagrin terrible, c'est que j'ai quelques hommes que j'aimais qui sont morts. Et je me suis dit, zut, ça voilà le vrai inconvénient que je n'avais pas réalisé sur le moment, c'est que à chaque fois c'est une perte terrible et que cette perte, au lieu de la ressentir une seule fois, je la ressentirai plusieurs fois. Je ne pense pas non plus que tout le monde doit être amoureux pluriel. Simplement, ce que je voudrais, c'est qu'on ne dise pas que la monogamie exclusive est le seul modèle acceptable. La tierce personne, qu'elle soit fantasmée, cachée ou assumée, existe dans toute union. Le couple est-il alors naturel ? Le couple est sans doute tout sauf naturel, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on nous a dit et répété longuement. Il faut voir que les couples dans l'histoire, souvent, ils durent une quinzaine d'années, 20 ans. Un couple à deux qui vivrait exclusivement à deux sur une île déserte, c'est Robinson et Vendredi. Ça finit souvent dans une relation de maître à esclave. Donc le tiers nous permet d'échapper à une relation dominant-dominé qui était liée souvent au couple traditionnel. Une relation purement à deux, exclusivement à deux, on peut difficilement l'idéaliser. Contrairement à ce que nous dit le conte. Le conte pour enfants nous dit ils se marièrent, ils eurent beaux enfants. On a l'impression que l'histoire peut se dérouler éternellement dans le bonheur. C'est pas si simple quand on va voir de près, c'est plus souvent tragique qu'heureux.
Faut-il alors arrêter de raconter les histoires de princes charmants à nos enfants ? Ce discours construit des choses complexes pour l'individu parce que ils sont prégnants, ils sont très très imposants dès la petite enfance, pour les petites filles notamment. C'est quelque chose qui crée, on pourrait dire, de la schizophrénie ou des messages contradictoires. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes à la fois votre vie réside dans le fait de trouver le prince charmant et le grand amour qui va vous apporter l'amour absolu pour le restant de vos jours et le bonheur éternel, grosso modo. Et en même temps, on leur dit qu'il faut être libre, il faut être libéré, il faut multiplier les expériences, il faut être libertine d'une certaine manière. Bonjour. Est-ce que tu crois que Barbie, elle peut aimer les deux garçons ? Bah oui. Si on imagine une société dans laquelle il y a de plus en plus de couples à trois, par exemple, il faudra bien qu'il y ait à un moment donné une mise en cause de l'union. Pourquoi le Pacs, forcément, c'est à deux, c'est une question absolument aberrante qui n'a pas été posée au moment des débats sur le Pacs. Bon, pourquoi il faudrait absolument qu'un couple ça soit à deux ? Plus il y aura de gens qui vivront ça dans la réalité, plus on aura évidemment des demandes, des revendications, des pressions pour qu'on puisse faire changer les choses au niveau de la loi, au niveau de la reconnaissance sociale, etc. La reconnaissance sociale, Gilles l'a recherchée, en témoignant de son histoire peu ordinaire. Pour lui, l'autobiographie de leur irrésistible amour donne du crédit à son trio. J'avais simplement le goût de dire aux gens, regardez, ça peut être possible, ça peut se vivre de façon harmonieuse. J'ai eu des témoignages de quelques personnes qui vivent en trio. La plupart ne veulent pas ébruiter leur façon de vivre, mais il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils vivent un peu la même chose. Il y a des gens qui veulent s'ouvrir à ça et qui se demandent si c'est possible de le vivre au quotidien. Les incrédules et les détracteurs des amours pluriels avancent des arguments pour déstabiliser ce nouvel art d'aimer. Avoir besoin de plusieurs amours, éviter la rupture ou l'abandon, serait signe d'un manque de maturité affective et de confiance en soi, ou bien un désir de toute puissance. Si Meta devait faire un choix, quel serait-il ? Je pense que c'est trop tard pour faire un choix. Je ne crois pas pouvoir établir de hiérarchie dans l'intensité de mes relations avec l'un ou l'autre, ni même dans l'intensité de leurs sentiments pour moi. Chacun des deux répond à un besoin. Être adulte, ce serait accepter que personne ne peut satisfaire tous les besoins de l'autre au sein du couple, s'engager à construire à deux. Pour d'autres, il s'agit de simples désirs sexuels, des fantasmes. On polyaimerait pour justifier ses envies d'ailleurs et manipuler son partenaire. Je déteste les secrets et je suis contente. Je dirais même que ça m'a soulagée de dire la vérité. C'est terminé. L'amour, dit-on aussi, est un miroir. Faire l'amalgame entre amour, désir et affection conduirait à une perte des repères et de l'identité. Est-ce un arrangement de l'esprit que de penser que tout le monde s'aime et que la relation est équilibrée ? L'harmonie, le trio québécois semble l'avoir trouvée il y a longtemps. Marie et Gilles ont su préserver une vie de couple avec des moments privilégiés à deux. Dans l'énergie, on est encore un couple. Je pense que ça paraît, on a vraiment un lien extrêmement puissant et je dirais plus fort même qu'à cette époque-là. Je trouve que ça nous a rapprochés. On est encore plus unis qu'on l'était avant. Oui. Oui. On a toujours aimé ça, avoir nos moments à deux. C'est vraiment bien. Oui. Une intimité particulière. On en a besoin d'être toutes les deux ensemble. Puis cet après-midi, on a viré notre après-midi pour se retrouver tous les deux. Est-ce que dans ces moments, Denis manque à Marie? Quand je sors seule avec Gilles, Denis me manque toujours un peu. Et quand je sors seule avec Denis, Gilles me manque toujours un peu. On se dit souvent, si Denis était là, il pourrait voir ce qu'on est en train de voir. On a toujours le goût de partager avec la personne manquante parce qu'on est comme les trois mousquetaires et quand il y en a un qui est absent, c'est comme s'il manquait un angle au triangle. C'est assez particulier.
Gilles tient l'amour de sa femme pour acquis. Il n'a jamais craint le départ de Marie. Depuis le début de cette histoire-là, j'ai découvert que l'amour, premièrement, l'amour est immortel. L'amour peut survivre à n'importe quel obstacle. L'amour, c'est éternel. Et donc, j'ai aucunement peur que Marie parte un jour, que Marie cesse de m'aimer. C'est vraiment très épanouissant et je ne reviendrai pas comme j'étais avant. Souvent, les couples, il y a un choix à faire. Et nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est de ne pas faire de choix. C'est de choisir d'être tous les trois ensemble. Marie et Gilles ont tout de même fait un choix, celui de ne plus avoir de relations sexuelles ensemble. Marie reste intime avec Denis et Gilles s'est ouvert à d'autres horizons. Ça t'a amené aussi à avoir d'autres relations, rencontrer d'autres gens aussi? Ah ben oui, mais moi, ça a changé ma vie parce qu'à partir du moment, Marie ayant des relations intimes avec Denis, m'a dit, ben toi, tu peux avoir des relations avec qui tu veux. Alors moi, ça m'a amené... Oui, c'est ça, il fallait que ça soit vraiment... C'est vraiment de la liberté des deux côtés, là. Je me suis mis à vivre deux vies en une. Un regret, peut-être. Marie et Gilles n'ont pas d'enfants. C'est un choix qu'on avait fait de ne pas avoir d'enfants, en fait, dans notre couple. Mm-hmm. Non, ça a été un choix conscient. Il n'y a aucun regret non. Qu'on n'ait pas d'enfants ensemble. Non, aucun regret. Je dirais que dans notre situation, absolument aucune frustration, aucun regret. Non. On est heureux du chemin qu'on a accompli. Pour nous, ce qui est important, c'est de vivre ensemble au quotidien, d'être ensemble. On va pour Québec, hein? Oui, on va les voir. C'est ton choix? 2, 3, 4. Denis a 6 enfants et 5 petits-enfants. Aujourd'hui, 2 de ses fils et l'une de ses filles viennent rendre visite au trio. Il y a aussi Louise, une amie intime de Gilles. Comment grandit-on dans une polyfamille? Denis Michel, le fils cadet de Denis, a une image très positive de sa famille. Je pourrais pas vraiment eu du stress avec ça. Il y a ma mère qui est lesbienne, moi qui est gay. Fait que mon père qui me dise je sors avec une femme, puis cette femme-là est mariée avec un autre homme. Là. Ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent, en autant qu'ils soient bien. Puis... C'est bon. On a une famille spéciale, mettons. Sort de l'ordinaire. Nous, on se fout des gens, ce qu'ils pensent, là, en autant qu'on soit bien et qu'on vive bien. Là. On est heureux, puis la vie est belle. Mon père, c'est mon père, je l'aime comme qui est, puis qu'il fasse ce qu'il veut. On dit Gilles est un grand dépendant affectif qui refuse de tourner la page, et c'est pour ça qu'il reste dans cet environnement-là. Je me suis déjà fait dire en pleine télévision, cet homme est visiblement fou, il a besoin d'une thérapie rapidement. Et j'ai répondu, ben visiblement, cette personne-là ne sait pas ce qu'on vit. Mais je me suis déjà fait traiter de gourmand. Gourmande d'homme. Cette histoire d'amour non exclusive va au-delà d'un trio. Elle a apporté à Marie et à Gilles une véritable vie de famille. C'est ma famille, c'est ceux. Ils ont toujours été bienvenus. On se voit pas souvent parce que je travaille beaucoup, mais si je travaillais moins, on serait plus souvent ensemble. Ils sont toujours les bienvenus chez moi. C'est plus jeune, il y a celui qui est plus d'expérience. Quand Denis Michel a su... Pardon, tu peux être aussi, là. Ce soir, Meta retrouve Thomas pour faire un point sur leur projet de vie commune. C'est pas parce qu'il existe d'autres choses autour, d'autres gens autour, que le couple arrête d'exister. On est toujours deux parmi le reste du monde.
Quand ils se sont rencontrés, Meta et Thomas vivaient déjà des relations non exclusives. Mais comment aborder le sujet quand on n'est pas certain que l'autre partage cette conception de l'amour ? Le plus simplement et le plus directement possible. Tourner autour du pot, finalement, ça sert pas à grand-chose. Donc on essaye de trouver les mots simples pour se positionner. Et puis on voit ce qui se passe et en général, on a des bonnes surprises. À notre premier rendez-vous, disons, officiel, il m'a expliqué qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie, qu'il voyait depuis quelques mois et que de toute façon, il n'envisageait pas une relation exclusive. Je lui ai répondu que s'il n'en avait pas parlé le premier, c'est moi qui l'aurais fait. Donc je pense que sur ce point précis, en tout cas, on était d'accord avant même de le savoir. Loin de les diviser, la rencontre avec Aurélien a permis à chacun de se positionner dans la relation. Ça nous a renforcés au sens où ça m'a fait, moi, m'interroger sur ma position vis-à-vis de Meta et l'importance que chacun voulait donner à ses relations. Ça m'a forcé à réfléchir un peu, à voir où on voulait aller. Je sais dans quelle direction on marche maintenant. On a des projets, on a un avenir et puis on le construit ensemble. Il y a quelques semaines, les trois amoureux prévoyaient de vivre ensemble dans un grand appartement et de fonder une famille. Aujourd'hui, leur projet a évolué. J'aurais adoré avoir mon harem sous la main, pensez-vous. Mais en l'occurrence, d'un point de vue strictement pragmatique, c'est plus compliqué à réaliser parce que c'est aussi un investissement émotionnel compliqué, logistique aussi. Un avenir familial, pour l'instant, c'est plutôt à deux, même si mon avenir sentimental est toujours, à mon sens, partagé entre Thomas, Aurélien et trois petits points. Quelques mois plus tard, Meta et Thomas se sont pacsés. Ils recherchent un appartement pour vivre à deux. Aurélien va déménager pour se rapprocher géographiquement de Meta. Gilles, Marie et Denis ont aussi un ultime rêve, trouver la quatrième personne pour former deux couples sous un même toit. Si une femme me dit « laisse ton trio et suis-moi », je peux pas dire oui. Parce que je vais dire, tu ne reconnais même pas qui je suis et une grosse partie de qui je suis, c'est l'amour vécu dans un cadre élargi. Si Marie et moi et Denis, on est encore en vie sur cette terre à 100 ans, ce qui risque d'arriver, on sera toujours ensemble. Les polyamoureux, aujourd'hui discrets, réclameront-ils un jour le droit à l'amour simultané, pour les hommes comme pour les femmes ? Aujourd'hui, encore plus demain, on ne va pas vers un modèle unique. Le polyamour sera une forme parmi d'autres, quoi. Mais ça, je ne pense pas qu'on puisse se dire que ça va devenir le modèle dominant de la société de demain. Pourtant, certains y voient un acte militant et même une forme de désobéissance civile qui pourrait changer la société en profondeur. Je pense qu'une société où les amours pluriels seraient considérés comme un mode de vie parmi d'autres, ce serait une société plus harmonieuse. C'est-à-dire que les valeurs aujourd'hui dominantes de frustration, de compétition, de rivalité, d'argent, de propriété sont abolies. C'est rendre les frontières plus mouvantes, en fait. C'est finalement décréter, révolu le dogme du modèle imposé. Ces amoureux pluriels veulent ouvrir de nouveaux chemins. Mais seront-ils entendus ? C'est bon, hein? C'est vraiment bon.